Bonjour tout le monde, alors je commencerai cette vidéo déjà par un grand merci à vous parce que vous avez été plus de 400 à me poser vos questions pour que je puisse construire cette FAQ, une FAQ sur le thème d'être propriétaire. Il y avait tellement de bonnes questions, j'aurais tellement aimé pouvoir répondre à toutes celles-ci. Alors j'ai essayé de sortir du coup celle qui ressortait le plus souvent parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Et puis je vous avoue que je suis pas non plus la science infuse, j'ai pas la réponse à toutes les questions. Du coup ce que je vous propose c'est que dans les commentaires en dessous vous puissiez continuer de poser vos questions mais qu'on y réponde tous ensemble. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on interagisse tous ensemble pour répondre à ces questions. Ensuite je tiens à vous donner quand même un site internet que j'ai trouvé en fait et que je pense est bon à vous partager. Il s'agit de achatcheval.com et qui vous permet en fait d'avoir toutes les lois, toutes les informations en ce qui concerne l'achat d'un cheval, etc. Donc je vous le mettrai dans la barre d'informations. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec les questions. Est-il nécessaire d'avoir un bon niveau pour acheter un cheval? Alors, un bon niveau, pas forcément, mais des connaissances et un encadrement professionnel, oui, je pense. Que faire le jour où on s'apprête à acheter son premier cheval? Donc visite vétérinaire, quel type de séance, etc. Et la visite vétérinaire est-elle vraiment utile ou pas parce qu'elle représente un coût? Alors, je vous conseille de ne pas y aller seul, puisque vous allez monter sur le cheval, vous allez pouvoir percevoir un ressenti sur le cheval, mais avec une personne à côté qui va pouvoir du coup avoir un côté objectif et une vue d'ensemble. Ça sera beaucoup plus bénéfique étant donné que cette personne pourra visualiser certaines choses que vous ne pourrez pas voir à cheval. Et si par exemple cette personne n'est pas du milieu équestre et ne s'y connaît pas, je vous conseille dans ces cas-là de lui donner une caméra pour qu'elle vous filme, mais qu'elle filme vraiment le cheval en général sur toute la durée de la séance où vous allez l'essayer, donc à l'obstacle, tout ça, même si le cheval par exemple vous le faites évoluer en liberté ou en longe, qu'elle le filme et ensuite vous pourrez montrer ceci à quelqu'un de qualifié, de professionnel, qui lui pourra avoir un meilleur visuel général du cheval en question, ou même de votre duo cavalier plus cheval, et ainsi pouvoir vous aiguiller, vous aider dans votre choix d'acquisition de ce fameux cheval. Et ensuite, quel type de séance réaliser avec ce cheval? Eh bien ça dépendra tout simplement de ce que vous souhaitez faire par la suite avec le cheval. Si c'est un cheval destiné au loisir, dans ces cas-là, ne demandez à partir en balade seul et ou accompagné. Essayez de tester également sa désensibilisation à différentes choses, que ce soit en extérieur ou à la maison. Et ensuite, si c'est un cheval destiné à la compétition ou au sport, et bien dans ces cas-là, du dressage, de l'obstacle. Et surtout, n'hésitez pas, que ce soit loisir ou cheval, à demander une période d'essai d'1 mois chez vous, de préférence, dans un milieu que le cheval ne connaît pas et dans un milieu auquel il va devoir s'habituer et travailler sur le reste du temps de sa vie avec vous. Parce que si vous allez essayer un cheval qui se trouve dans un cadre qu'il connaît depuis des années, où il est donc serein, et que vous le changez de lieu, un lieu complètement inconnu pour lui mais pas pour vous, mais eh bien il peut révéler en fait des comportements ou des choses qui font qu'il ne va pas du tout être pareil que le jour où vous l'avez essayé, et ça peut vraiment être très décisif également et vous aider dans votre décision. Donc vraiment je ne peux que vous conseiller en fait de faire cette période d'essai d'1 mois. Moi je sais que je l'ai fait pour Nomade et je ne regrette absolument pas. Durant cette période d'essai, j'ai même très longuement hésité à le rendre parce que je ne m'en sortais pas, mais finalement j'ai appris à le connaître un petit peu dans cette période et à essayer de me fixer des objectifs et tout ça, et c'est vraiment super important. Ne partez pas sur un coup de tête le jour de la visite d'achat, même si vous avez un coup de cœur. Vous n'êtes pas à l'abri d'un quelconque problème par la suite, et du coup voilà, je vous conseille vivement de faire cette période d'essai. Ensuite, la visite vétérinaire en soi, ce n'est pas une obligation, mais je vous la conseille très vivement. Moi-même, je ne m'en ai pas fait à Nomade le jour de son achat, je lui en ai fait passer une là il n'y a pas longtemps, parce qu'il est quand même très important, étant donné que le cheval ne vous parle pas, à proprement parler, de faire un bilan général sur son état de santé pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on va adapter dans l'instant présent et dans le futur. Enfin, c'est quand même, je trouve, important de faire un point sur l'état de santé général du cheval, bien que ça ait un coût, je vous l'accorde. Après, rien ne vous empêche de demander au vendeur si vous pouvez pas partager les frais en fait de cette visite vétérinaire. Et j'ai d'ailleurs l'une de mes abonnées qui m'a demandé de vous parler de quelque chose, donc merci à elle de nous avoir donné son vécu. Alors elle, si je ne me trompe pas, le jour de l'achat de son cheval, ce cheval allait parfaitement bien, mais s'est mis à boiter quelques temps plus tard.
Et il s'est avéré, après avoir fait une prise de sang, qu'elle s'était rendue compte que le cheval en question avait été dopé lors de son essai. Donc c'est pour ça que c'est super important parce que vous ne connaissez pas forcément... Dans la majorité des cas, vous ne connaissez pas la personne qui vend ce cheval. Cette personne peut être très honnête ou au contraire très malhonnête ou alors, bref, il peut... Ne faites pas confiance, ne faites pas du tout confiance, ce n'est pas un achat anodin. Ce n'est pas comme acheter une baguette chez un boulanger, acheter un cheval, vous partez sur des années après. Ne faites pas n'importe quoi, faites vraiment très attention, ne foncez pas tête baissée. Et du coup, on en arrive à la question suivante, à savoir que faire si vice caché par l'ancien propriétaire ou en cas d'arnaque. Eh bien c'est quelque chose auquel moi-même j'ai été confrontée lors de mes anciennes expériences. Un professionnel se doit de récupérer l'animal. Il faut que le vice soit caché bien évidemment et que ce vice rende le cheval inapte à la discipline à laquelle il est destiné lorsque vous signez votre contrat de vente. Et bien sûr que ce vice soit antérieur à l'achat. Alors l'article 1648 du Code civil, modifié par l'amendement du 17 février 2005, prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de 2 ans, à compter de la découverte du vice. Et il fallait auparavant agir beaucoup plus tôt que ça. Cependant, si vous achetez votre cheval à un particulier, dans ce cas, vous pouvez voir avec lui s'il n'y a pas possibilité de baisser le prix d'achat du cheval ou carrément l'annulation de la vente. Mais bien sûr, vous devrez prouver ce fameux vice qui n'est pas toujours évident en cas de non-recours à l'amiable, en fait, à une solution à l'amiable entre lui et vous. Et si jamais ce n'est pas le cas, et dans ce cas, vous devrez alors saisir la juridiction compétente à ce fameux cas. Donc par exemple, un litige inférieur à 4 000 €, c'est le tribunal de proximité. Un litige inférieur à 10 000 €, c'est le tribunal d'instance et un litige supérieur à 10 000 €, c'est le tribunal de grande instance. En matière de vices cachés, si le vendeur ignorait l'existence de ces vices, il devra tout simplement en fait rembourser le prix du cheval et les frais occasionnés par ce fameux vice si jamais ça engendre des frais vétérinaires. Par contre, tout ce qui est dépenses engagées par l'acheteur, tout ce qui est pension, maréchalerie, etc., ça par contre, ça restera à votre charge. Combien coûte un cheval par an ? La fameuse question qui est ressortie des centaines de fois, je crois. Et c'est super délicat parce qu'en fait ça dépend de plein de choses, de votre géolocalisation, enfin bref. Je vais donner des chiffres approximatifs parce que tout dépend vraiment si votre cheval a des fers ou s'il est pieds nus, si votre cheval a des soins ou un traitement spécifique à plus ou moins long terme, si vous avez choisi d'assurer votre cheval et avec quel cabinet d'assurance, du type de pension que vous avez choisi pour votre cheval, qu'il soit en box, chez vous ou au pré, mais également de votre situation géographique. Parce que, par exemple, des pensions à Paris et des pensions en campagne, c'est pas du tout le même prix. Cependant, il y a certains prix qui vont pas trop varier, du coup, je vais pouvoir vous en parler et vous donner grosso modo une petite idée. Donc par exemple, alors je vais quand même inclure les frais de la pension. Il faudra compter minimum 100 € pour une pension pré, à moins que votre vache soit chez vous, donc dans ce cas c'est un cas un petit peu particulier. Et ça peut également monter jusqu'à 600 €, voire même beaucoup plus dans certaines situations. Mais si votre cheval est chez vous, vous devrez également acheter tout ce qui va être paille, foin ou copeaux, même si votre cheval est sur copeaux, son apport en eau, l'électricité pour clôturer, sa nourriture, ses grains. Il faudra aussi prendre en compte la vaccination annuelle qui est obligatoire. Donc qui coûte environ 70 €, on va dire grosso modo. Le vermifuge 4 fois par an qui est très conseillé également, 15 à 20 € l'unité, donc vous le multipliez par 4 pour une année. Et à cela, il faut bien sûr prévoir tout ce qui est différents frais matériels, matériel adapté pour votre cheval, ou si jamais l'un d'eux vous lâche, il faut en racheter un. Certains chevaux ont besoin de compléments alimentaires, des produits insectifuges également lorsque les parasites, et on est dedans en ce moment, viennent attaquer votre cheval pour son confort et son bien-être. C'est vrai que c'est important également de prévoir tout ça. L'intervention du dentiste et de l'ostéo à faire en général une fois par an, voire plus ou moins selon les cas. Et du coup, ne pouvant pas vous donner de réelles valeurs chiffrées, ce que je vais faire, c'est que en toute transparence, je vais vous donner moi ce que me revient nomade par an.
C'est-à-dire que la pension, donc, elle me coûte 325 € par mois. Vous multipliez par 12, on arrive à 3900 €, rien que la pension. Ensuite, le maréchal, je paye 90 €, on va dire une fois tous les 2 mois, donc 90 € multiplié par 6, on arrive à 540 €. Le vermifuge, donc 15 € une fois tous les changements de saison, donc 4 fois par an, donc 60 €. L'ostéopathe, une fois par an, 70 €. Le dentiste, une fois par an, 80 €. Et son vaccin annuel, 70 € à peu près, ce qui nous fait un total de 4 720 € par an. Et ce n'est qu'une base, hein. J'ai pas parlé des frais de cours, de concours et de diverses autres choses auxquelles je pourrais investir durant l'année. Et moi-même qui n'ai jamais vraiment calculé ce que pouvait me coûter Nomade, je me rends compte que c'est un véritable gouffre financier. On est d'accord. Mais en même temps, si j'avais pas Nomade, je saurais pas où mettre tout cet argent, donc voilà, c'est un choix, mais je l'assume pleinement, même si ça fait peur. Ensuite, les assurances vétérinaires en cas de grosse opération, que prennent-elles en compte? Alors, je suis pas très bien placée en fait pour vous en parler, étant donné que moi je n'ai pris que ma RCPE, donc c'est-à-dire la responsabilité civile des propriétaires d'équidés, donc souvent appelée RCPE. Et celle-ci se prend sur la FFE, elle coûte 31 € par an pour le premier cheval et 22 € à partir du deuxième cheval. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds, j'ai trop mal. L'achat d'un cheval est souvent un investissement conséquent, qu'il soit un cheval de sport ou de loisir. Une assurance cheval vous permet ainsi d'être dédommagé en cas de mort prématurée, en cas d'accident, d'invalidité ou de dégâts causés par votre cheval. Une assurance cheval est très accessible et est conseillée à tous les propriétaires qui viennent d'acquérir un nouveau cheval. Cependant, comme tout contrat, il est important de lire les petites lignes qui sont souvent précédées d'un petit astérix. Hein. Je vous fais pas de dessin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Comme sur les pubs, on vous dit souvent « voir conditions en magasin hein. ». Ça on vous le dit pas dans la publicité. La mauvaise commerciale que je suis. Mais en même temps, je suis pas une commerciale, donc bon. Et donc les assurances sont différentes en fonction du cabinet où vous allez la prendre. Je vous glisse dans la barre d'infos quelques liens qui pourraient vous intéresser si vous voulez aller cliquer juste par curiosité et faire des devis en fait d'assurance pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cela engendre, combien ça coûte par an ou par mois, enfin plein de choses. Mais en fait, étant donné que je n'ai moi-même pas souscrit à une assurance, je préfère laisser à la limite les personnes plus appropriées et en connaissance de cause répondre aux commentaires qui seront posés sur les assurances à ma place, parce que je pense qu'elles seront beaucoup plus à même de répondre à ce genre de questions que moi. Je préfère être honnête. Y a-t-il une différence entre un cheval de propriétaire et un cheval de club, que ce soit les soins, le travail, etc. Alors j'aimerais vraiment vous répondre que non, qu'un cheval reste un cheval, qu'il soit cheval de propriétaire ou cheval de club, il nécessite du même amour, de la même intention, des mêmes soins, du même investissement, du même temps de travail, il a besoin de manger, de boire, comme tout type de cheval. Mais il y a effectivement des différences, mais des différences qui ne dépendent pas du cheval, mais plutôt des actes des cavaliers et de l'humain. Et pourtant, je suis sûre qu'au fond, ces différences pourraient vraiment changer, parce que je vois beaucoup de cavaliers dans des centres équestres qui adorent prendre soin de leurs poneys ou de leurs chevaux avant ou après leur séance, qui par exemple vont les emmener brouter pour les récompenser d'avoir fait une bonne séance, vont leur donner des bonbons, vont leur graisser les pieds, vont s'en occuper vraiment à part entière comme s'il était à eux. Mais il ne faut pas oublier qu'un cheval ou un poney de club, eh bien, il sert pour les écuries, et que bien souvent, quand on descend de notre cheval, on aimerait beaucoup s'en occuper, mais il faut tout de suite tendre les rênes à un autre cavalier parce que le cheval est repris dans la séance suivante, et que du coup, on peut pas s'occuper pleinement en fait du cheval comme on voudrait le faire, ou comme un propriétaire peut le faire avec son cheval. Et il y a également certains centres équestres, alors ils ont très certainement leurs raisons qui leur sont propres, ou même c'est tout simplement peut-être une question de sécurité, qui ne donnent pas l'autorisation aux cavaliers de club de sortir leurs poneys ou chevaux des box ou même de leur pré pour s'en occuper. Mais je pense que c'est une question de sécurité sûrement, je pense. Comment gérer son temps entre travail, études et cheval? Alors là encore, tout dépend vraiment de votre emploi du temps, professionnel comme scolaire. Mais si vous gérez bien, on trouve toujours du temps pour venir s'occuper de poney, il n'y a pas de souci. Tout est une question de volonté et d'organisation
je pense qu'il n'y a pas de souci. Et si vraiment, moi ça m'arrive de temps en temps par exemple, je suis prise toute une journée, je peux pas aller aux écuries, et bien il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous rendre service, qui est prêt à sortir votre cheval, à le panser, à lui faire les pieds, ou si vous avez l'accord du gérant des écuries et que cette personne est susceptible de pouvoir le faire, et bien de vous le monter, que ce soit en balade ou dans la carrière. Si le cheval est chez vous, dans ces cas-là, un proche de la famille, un voisin, il y a toujours quelqu'un qui pourra aller le nourrir à votre place si par exemple vous n'avez pas le temps, mais il y a toujours une solution, il y a toujours une solution. Est-ce qu'en étant propriétaire, il faut parfois monter d'autres chevaux ou confier le sien à une autre personne pour ne pas installer de défauts? Alors c'est une très bonne question parce que moi-même j'ai traversé cette période-là quand j'avais Ultra et je la traverse encore même là avec Nomade. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'à force de monter toujours le même cheval, on finit par prendre des défauts et qu'il faut en quelque sorte casser sa routine pour pouvoir évoluer. L'équitation, c'est une éternelle remise en question et il n'y a que en acceptant et en percevant les erreurs que l'on fait ou les situations qui ne vont plus qu'on pourra avancer. Après, il y a certainement des gens qui s'en sortent très bien toujours avec le même cheval et sans en monter d'autres et tout ça, mais ce n'est pas mon cas. Penses-tu qu'un enfant de 8-10 ans est capable de s'occuper d'un cheval? Alors en toute honnêteté, je pense que oui, un enfant de 8-10 ans est tout à fait capable de s'occuper d'un cheval, mais pas seul. De par son inexpérience, alors attention, je ne parle pas de son inexpérience dans le milieu du cheval, parce qu'il y a des très jeunes tout petits pilotes qui ont tout des grands, mais je parle surtout de son inexpérience par rapport à la vie, par rapport à gérer un budget, à son manque de maturité. Et parce que à son âge, on dépend obligatoirement de l'autorité de ses parents et des finances de ses parents, je pense qu'il est important que ces mêmes personnes s'investissent dans le milieu du cheval pour avoir les connaissances suffisantes pour gérer l'animal qu'ils ont décidé d'offrir à leur enfant, donc, et que ce soit financier ou en connaissance des choses, qu'ils s'intéressent au bien-être du poney ou du cheval, à ses besoins, aux soins qu'ils doivent procurer au cheval, tout ce que cela va impliquer financièrement. Et de là interviennent les gérants des écuries ou les coachs du cavalier pour pouvoir aider ses parents si jamais ils n'ont pas du tout connaissance du milieu. Mais en résumé, oui, je pense que cet enfant est tout à fait capable, mais il faut qu'il ait un encadrement. Quelles sont selon moi les qualités pour être un ou une bonne propriétaire? C'est super délicat en fait de répondre à cette question parce que c'est mon avis personnel et peut-être que tout le monde n'aura pas le même avis que moi. Je pense qu'un bon propriétaire doit être à l'écoute de son cheval, se rendre disponible pour son cheval et faire passer le bien-être de son cheval avant le sien. Voilà, et c'est tout. Pas forcément le monter, pas forcément avoir de super gros objectifs, pas parler finances. Juste ces trois choses-là et il y a tout pour être un bon propriétaire parce que c'est la base, je pense. La dernière question. Je vais bientôt acheter un cheval, mais j'ai peur pour le futur. Si je pourrais toujours lui garantir une vie au pré, le monter 3 fois par semaine, et aussi j'ai peur de me lasser, avoir l'impression d'avoir fait le tour de mon cheval. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et au niveau des objectifs, tu n'as pas peur qu'ils changent? Alors tu sais, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Moi-même, j'ai souvent peur du futur, que ce soit avec les chevaux ou même dans ma vie privée. Mais je me dis tout le temps qu'on n'a qu'une vie et qu'elle mérite d'être vécue et qu'il faut se lancer. Si vraiment le fait d'être propriétaire est ton rêve, et bien dans ce cas, je te souhaite que de le réaliser. Bien sûr, en temps voulu, il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut que tu gardes, si tu veux, la tête sur les épaules, que tu réfléchisses et que tu anticipes ton futur. Si justement il te fait peur, c'est en l'anticipant que tu éviteras de faire des erreurs, même si en soi tu en feras, et tant mieux, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc si tout était parfait, si on ne faisait pas d'erreurs, c'est pas possible. C'est pas possible, on fait toujours des erreurs, je pense. Et puis si t'as pas le temps de le monter, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, ton cheval il va pas t'en vouloir. Si tu veux, un cheval déjà à l'instinct naturel, un cheval de base c'est un animal sauvage, il a pas été créé, il n'est pas arrivé sur terre pour être monté par les hommes, c'est nous qui en avons fait des montures, mais s'il n'est pas monté, ça va pas, ou bien au contraire, ça va pas l'embêter quoi. Mais après par exemple si tu fais de la compétition et que imaginons le week-end t'as un concours et que tu peux pas venir le monter dans la semaine ou que t'as des obligations etc, rien ne t'empêche de demander à quelqu'un de le faire ou de payer ton coach pour le faire, il y a toujours des solutions. Si
si c'est ça qui t'inquiète, rassure-toi, on trouve toujours des solutions. Les gens qui ne sont pas propriétaires rêvent qu'on leur demande justement des fois et en plus ils se sentent impliqués, ils se sentent super fiers et super heureux qu'on puisse leur confier notre cheval pour quelque chose comme ça. On lui rend service en nous rendant service à nous. Parfait. Et quand tu as l'impression d'avoir fait le tour de son cheval, bah c'est marrant que tu dis ça parce que c'est exactement dans cette situation que je suis en ce moment avec Nomad. J'ai l'impression qu'on ne progresse plus du tout, que voilà, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire, j'arrive plus à avancer, alors que en soi je pense pas, parce que au fond peut-être qu'on continue toujours d'avancer, de progresser, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais on a toujours la possibilité de s'ouvrir vers d'autres disciplines. Moi je sais qu'en carrière je progresse plus actuellement, qu'à l'obstacle je régresse même parce que on était arrivé dans des hauteurs où on sortait en concours sur des 110 grand maximum, on est repassé sur des épreuves à 80 cm voire moins. Donc non, on ne progresse plus, ou bien au contraire on régresse, mais c'est pas grave. Moi j'ai l'opportunité maintenant avec mon cheval de pouvoir essayer d'autres disciplines telles que des épreuves de loisirs comme le trek. J'ai très envie également de partir sur le côté éthologique et de travail à pied avec mon cheval. Et c'est pas grave, il faut pas avoir peur de changer ses objectifs. J'arrive pas à dire. Faut pas avoir peur de changer ses objectifs. De changer ses objectifs. Je vais y arriver. Bref. Et quand t'es propriétaire, au final, t'apprends. C'est pas tant de monter ton cheval. Enfin, moi je dis ça peut-être parce que ça fait 6-7 ans que je suis propriétaire. Mais au fur et à mesure que les années passent, en fait, tu t'apprends globalement à aimer ton cheval et non pas à l'utiliser en fait, si tu veux. Et je te jure que l'amour ça te pousse à te laisser vivre et t'arrives à être heureux rien qu'en regardant ton cheval brouter devant toi, même si t'es pas dessus, même si tu fais rien que le voir ça te rend heureuse. Enfin du moins c'est mon cas. Voilà tout le monde, cette petite FAQ est terminée. J'avais beaucoup de questions comme je vous l'ai dit, j'aurais aimé répondre à tout le monde, malheureusement je peux pas. Je sais pas combien de temps fait cette vidéo mais elle est déjà assez longue je pense. Je vous invite vraiment à poser d'autres questions parce qu'il y en avait vraiment des super intéressantes, j'aurais vraiment voulu y répondre et à la limite j'y répondrai un petit peu en répondant à vos commentaires parce que vous avez été super nombreux à me les poser sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram et Facebook. Je vous les mets tous ici mais vous retrouvez également tout ça dans la barre d'infos. Je vous invite clairement à poser des questions et qu'on puisse y répondre tous ensemble. Je pense que ça sera une super interaction entre nous, un super moment de partage et d'information et de connaissances. Et voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je souhaite un gros merde à tous ceux qui passent leur examen en ce moment parce que ça y est, on est en plein dedans. Mais allez, dites-vous qu'après c'est les vacances. On se voit peut-être au championnat de France. J'ai trop hâte d'y aller. C'est un truc de ouf. C'est bientôt. Bref, allez, je vous laisse là-dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.